Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes tourtereaux. Bonsoir Elisabeth. Éclatant. Comme tous les soirs, l'actualité, c'est l'offensive des masculinistes. Ces jeunes mâles misogynes suprémacistes en lutte contre l'égalité homme-femme et contre la parité. Le bide français de l'influenceur américain Claviculaire la semaine dernière à Paris serait comique s'il n'avait pas coïncidé avec une tragédie, une fusillade à Montréal qui a fait 3 morts, dont l'auteur qui a revendiqué juste auparavant sa haine des femmes. Le masculinisme menace les femmes et la démocratie. Des sénatrices françaises alertent. C'est effectivement une offensive contre la démocratie, parce que le postulat de tout ce mouvement masculiniste, c'est que les hommes sont naturellement supérieurs aux femmes et que les avancées des droits des femmes, l'égalité, tout ce qui s'est construit depuis un siècle, met en cause cette inégalité originelle et qu'il faut la restaurer et la rétablir. Alors, leur tour de bâton post-68 art et post-MeToo est une des explications à ce masculinisme. Comment déconstruire cette propagande et empêcher des passages à l'acte ultra-violents? On en débattra avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques, évidemment. Et direction l'Italie, Elisabeth, parce qu'ils étaient des milliers à Rome ce week-end sur leur Vespa pour fêter les 80 ans du célèbre scooter italien, Elisabeth. Une histoire à 2 roues, évidemment. Et vous, Marie? L'histoire folle d'un écrivain français qui vient de découvrir que l'intelligence artificielle écrivait et vendait des livres à sa place, en son nom, et évidemment sans lui demander son avis. Histoire dingue, comment s'appelle-t-il? Julien Blangras. On en parle tout à l'heure. Et pour commencer, comment penser un monde en surchauffe climatique, un monde aux ressources limitées, un monde qui craque? Un brillant biophysicien auvergnat, passé par l'université de Berkeley et travaillant à l'INRAE, l'Institut de la recherche agronomique, propose d'élaborer une société où la robustesse l'emporterait sur le culte effréné de la performance. Explications et presque travaux pratiques avec Olivier Amand tout de suite. Olivier Amand, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Adan Diaye et Benjamin Sportouche, voilà, qui sont baignés avec cette fleur d'hortensia d'hydrangea. Non, c'est pour vous, je vous désigne, parce qu'il paraît, Olivier Amand, que en regardant une fleur, il y a quelques années, vous avez eu tout d'un coup une révélation à propos de la notion de robustesse du vivant non humain et notamment des végétaux. C'est ça, alors ça, on est à plusieurs, hein, c'est toujours un travail d'équipe, bien sûr. C'est un collectif. Voilà, c'est un collectif. Oui. Mais en effet, quand on regarde des fleurs d'hortensia notamment, on voit qu'elles se ressemblent. Et donc ça, c'est une question de robustesse, stable dans les fluctuations. Il y a certainement des chenilles qui ont mangé des feuilles, il y a du vent, etc. Et pourtant, elles se ressemblent, elles convergent vers la même forme. Donc elles sont stables dans les fluctuations. Et donc on a pu étudier les mécanismes qui permettent ça. Et de là est venue cette réflexion sur la robustesse qui devrait l'emporter sur la performance que vous développez dans Chronique d'un monde qui craque, et qu'on développe avec vous juste après votre portrait par Gaël Legras. Olivier Amand, vous estimez que le culte de la performance est un poison. Dans ce cas, quel antidote pouvons-nous appliquer? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né en Auvergne en 1975, vous vous passionnez rapidement pour les organismes vivants. À l'âge de 27 ans, vous soutenez une thèse en physiologie cellulaire et moléculaire des plantes intitulée « Analyse fonctionnelle du gène à homéoboîte KNAT2 d'Arabidopsis thaliana », thèse consacrée, tout le monde l'aura compris, à cette fleur résistante, autrement appelée arabette des dames. Après un post-doctorat à Berkeley, en Californie, vous devenez directeur de recherche au laboratoire de reproduction et développement des plantes à l'ENS de Lyon. En 2020, vous êtes nommé directeur de l'Institut Michel Serres. Mort en 2019, le philosophe et historien Michel Serres avait notamment publié Le Contrat naturel en 1990. Nous vivons comme si nous ne pensions qu'aux relations que nous entretenons entre nous. Et nous ne pensons jamais au monde dans lequel nous entretenons ces relations. Inspiré par vos recherches en biophysique et par l'attention que vous portez aux végétaux, vous concluez qu'il faudrait substituer l'idéal de robustesse à celui de performance. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience avec le moins de moyens possible. Donc on est dans le monde de l'hyper-optimisation. Quand on fait des systèmes très efficaces, très efficients, ils sont très fragiles. Dans votre livre, vous prenez de nombreux exemples. L'incendie de forêt. Dans la voie performante, l'incendie est éteint rapidement par des pompiers experts. Dans la voie robuste, on fait disparaître le problème grâce à des clairières ou à la plantation d'essences moins inflammables.
Vous appliquez votre idée à tous les domaines, écologie donc, mais aussi géopolitique, économie, vie en société, intelligence artificielle, langage ou encore santé. Pour convaincre vos lecteurs, vous paraphrasez l'humoriste Francis Blanche. Il ne s'agit plus de changer le pansement, il faut penser le On pourrait même écrire penser, P-A-N-S-E-R, Absolument. penser le changement. Dites, pour quelqu'un qui considère que la performance est un peu surévaluée, vous êtes pas mal parce que comme scientifique, un postdoc à Berkeley, 5 prix prestigieux, vous êtes vous-même très performant comme scientifique, Olivier Hamon. Oui, c'est un peu ma contradiction ambulante. Oui. J'ai écrit un bouquin sur l'incohérence, donc c'est bon, je suis Donc vous protégé êtes par ça. incohérent. Bon, bah c'est formidable. Est-ce qu'on peut revenir à cette notion de robustesse appliquée justement à la manière de lutter contre les feux de forêt? Parce que vous dites, de manière performante, c'est envoyer des camions de pompiers tout de suite pour les éteindre. De manière robuste, c'est planter donc des essences qui seront moins susceptibles de s'embraser. On peut cumuler les deux. Bien sûr. Les deux sont complémentaires. C'est pas un point de vue binaire pour ou contre. Non, on ne fait pas du ou, on fait du et. Il faut bien articuler les deux. C'est que la performance, c'est pour le pic de la crise. Donc le pompier, on en a besoin pour le pic de la crise. Mais si on n'a fait que ça, en temps normal, on ne va jamais y arriver. Il n'y aura pas assez de pompiers, il n'y aura pas assez de canadaires. Donc il faut faire des forêts qui sont capables, en sérénité, d'avoir de temps en temps un incendie, de pouvoir gérer ça ou d'en avoir le moins possible. Et quand il y en a un, là, on envoie un pompier. Alors vous remontez loin, vous dites qu'on a mal lu Darwin. Hein. Ce n'est pas la sélection du plus fort, il fait au contraire l'éloge de la coopération. Donc de la robustesse, comment cela? C'est pas la performance? Alors, il n'a pas utilisé le mot robustesse, c'est vrai, mais en fait, il a beaucoup évolué dans sa carrière, j'ai envie de dire. L'origine des espèces, la théorie de la sélection naturelle, ça c'est en 1859. Là, il parle beaucoup de compétition, mais déjà, il y a pas mal de coopération. Et en 1871, c'est la filiation de l'homme. Et là, il parle de sélection sexuelle. Et là, en fait, c'est carrément le contraire. Un paon, par exemple, on voit très clairement que c'est pas sélectionné pour résister à des attaques. C'est une proie énorme avec plein de couleurs pour dire je suis une proie. Donc on est clairement dans autre chose. Et en fait, il a beaucoup évolué et il a beaucoup parlé de coopération. Le mot sympathie même. Le mot sympathie revient des dizaines de fois. Voilà, 70 fois dans la filiation de l'homme. Donc en fait, il est très très occupé par ça. D'ailleurs, c'était plutôt quelqu'un qui était visionnaire. Hein. Il était anti-esclavagiste, assez engagé sur les questions sociales. Donc en fait, c'est plutôt, on l'a très mal lu, on a mal voulu le lire, certainement. Ce que vous expliquez dans votre bouquin. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est Spencer, Huxley qui ont détourné sa pensée. On va quitter Charles Darwin, on va revenir à des notions, par exemple, donc de performance ou de robustesse appliquées à l'agriculture. Vous dites, la performance, ça fragilise. Si on regarde l'agro-industrie, toujours plus de rendement, mais des sols qui sont de plus en plus fragilisés et puis qui sont donc très dépendants des aléas climatiques. Si on pense à l'agroécologie, au contraire, diversification, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et là, ça résiste beaucoup mieux. C'est robuste dans le temps long, c'est ça? Exactement, exactement. Et en plus, on enlève des dépendances externes. Oui. On est moins dépendant des engrais, moins dépendant des pesticides. Donc c'est une question de souveraineté. En fait, c'est beaucoup plus joyeux, quoi. C'est un monde plus autonome où en fait on vit en sérénité dans son territoire. Et les paysans qui font de l'agroécologie et qui sont robustes, ils font pas seulement des mélanges variétaux ou de l'agroforesterie. Ils font aussi de la transformation, ils font du pain, ils font de l'agrotourisme. Enfin, ils diversifient vraiment énormément. Et donc leur robustesse, elle est aussi économique. On va évoquer avec vous, Olivier Hamon, et avec Anna, la canicule, un épisode qui est terminé pour le moment, mais qui a mis sous tension, de manière absolument dramatique, l'hôpital. Oui, 1000 morts de plus que la normale ont été enregistrées depuis le 24 juin à cause de la canicule. C'est un bilan provisoire et sous-estimé, prévient Santé publique France. Et parmi les personnes les plus touchées, les plus de 65 ans et celles résidant dans l'ouest de la France et en Île-de-France. À Paris, par exemple, 109 décès ont été constatés sur la voie publique ou à domicile dans la seule journée de vendredi. C'est 7 en temps normal. Alors, pour connaître ces chiffres définitifs de mortalité, il faudra patienter encore un petit peu, quelques semaines, voire quelques mois. Mais en attendant, les soignants, eux, qui sont en première ligne, pronostiquent une très forte surmortalité et sont d'autant plus inquiets qu'une nouvelle vague de chaleur pourrait toucher la France à partir du 6 juillet. Olivier Hamon, tout ce qui vient de se passer, est-ce que ça montre justement que notre système de santé est loin d'être robuste ou manque de robustesse? Oui, et surtout ça montre qu'il a été suroptimisé pendant des années. Hein. C'était quand Éric Woerth allait sur tous les plateaux pour dire qu'il fallait optimiser les hôpitaux. On voit le résultat. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut voir avec cette crise de la canicule, là, c'est que ça définit bien le monde fluctuant. Le monde fluctuant, ça veut dire que le long terme vient au présent. Donc ce que le GIEC prévoit en 2100, ça arrive d'un seul coup aujourd'hui, cette année. Donc c'est le Canada en 2021, on a eu 50 degrés au lieu de 35, c'est ce qui nous arrive maintenant, là, grosso modo. Hein. Enfin, c'est le même ordre de grandeur. Des feux de forêt colossaux d'ailleurs. Voilà, exactement. Canada, ouais. Donc une fois qu'on a compris ça, ça veut dire qu'il faut être dès aujourd'hui capable d'encaisser des fluctuations beaucoup plus fortes que la norme.
Mais vous préférez parler de robustesse que de résilience, par exemple. Pourquoi ? Oui, parce que la résilience, ça appelle plutôt à la chute, en fait. Une résilience, on tombe et on se relève. La robustesse, c'est se placer dans les conditions dans lesquelles on ne tombe pas. Donc la robustesse appelle la pulsion de vie. On crée un espace de viabilité et si les fluctuations augmentent, on augmente cet espace de viabilité. Néanmoins, vous êtes d'accord, la performance, c'est nécessaire dans les tas de domaine scientifique, la recherche médicale, l'astronomie, l'astrologie. Vous n'êtes pas contre la notion de performance appliquée aux soins et... par exemple. Bien sûr, il faut de la performance, mais c'est vraiment un mal nécessairement transitoire. C'est le pompier dans l'incendie, c'est le chirurgien dans l'acte chirurgical. C'est très bien que le chirurgien, quand il fait son coup de bistouri, il soit très performant, très efficace, très efficient. Il ne faut surtout pas que l'hôpital soit performant. Parce que s'il n'est pas robuste, tout le monde est en burn-out, il manque la moitié des gens autour de la table d'opération, ça ne va pas marcher. Vous évoquiez ce que le GIEC annonçait, la nécessité absolue de décarboner, et vous dites il ne faut pas décarboner, il faut décombustionner. Ça veut dire quoi? Alors c'est parce qu'on a mal traduit l'anglais en fait. L'anglais c'est decarbonize. Oui. Decarbonize, ça veut dire décombustionner. Donc arrêter de brûler du bois, du charbon, du pétrole, des biocarburants. Tout ça, il faut réduire massivement parce que ça émet du CO2. Par contre, il ne faut certainement pas décarboner l'économie, il faut la recarboner. Alors je ne veux pas être trop perturbant ici. Oui. C'est qu'on va être d'accord, il faut arrêter de brûler du pétrole, tout ça. Des énergies fossiles. Mais par contre, recarboner, ça veut dire qu'il faut remplacer le pétrole et les métaux, le lithium, le cobalt et tout le bazar, par des textures biosourcées, biodégradables, compostables. Donc c'est des peintures à base d'algues, c'est des isolants à base de lin, de chanvre. C'est aussi il y a l'Ohio là qui vient de sortir un morceau d'ordinateur fait avec du champignon. Donc le signal électrique passe dans le mycélium du champignon. C'est ça le futur, hein. C'est un monde organique où quand on est dans ce monde-là, en fait, on n'a plus besoin d'envahir le Groenland. Donc oui, ça vous parlez de Donald Trump là, mais j'imagine que la perspective d'électrifier de plus en plus les voitures, c'est quelque chose qui vous laisse pantois ou circonspect, par exemple. Alors la voiture du futur, elle est ni thermique ni électrique, elle est légère, partagée, réparable. En fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on est dans un moment culturel. C'est une transformation culturelle. Donc, quand on passe de la voiture thermique à la voiture électrique, bon, très bien, pour certaines tâches, pourquoi pas. Mais ce n'est pas un changement culturel. Passer de la voiture individuelle à la voiture partagée ou au transport en commun, ça, c'est un changement culturel. Qui est votre héros? Gaston Lagaffe, un révolutionnaire étourdi. Oui. En quoi est-il robuste? Ou l'incarnation de cette notion de robustesse appliquée à tout ce qui nous entoure et qui lutte contre l'éco-anxiété? Alors, c'était un écolo avant l'heure, hein, quand même, quelque part. Et c'est aussi quelqu'un qui est joyeux. Et c'est la seule personne qui est libre dans ce bureau, finalement. Quand on regarde bien, c'est le seul qui ouvre des espaces de liberté. Gaston Lagaffe, le héros de Franquin, bien sûr, on précise. Merci, Olivier Amand. Merci infiniment d'être venu nous évoquer quelques pistes, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a d'abord à lire et ensuite il y a les travaux pratiques dans Chronique d'un monde qui craque chez Odile Jacob. Merci infiniment. Merci. On va passer à notre débat sur le masculinisme et ses dérives ultra-violentes, comme cette fusillade qui a été perpétrée par un incel, un célibataire involontaire, au Québec, il y a exactement une semaine, qui a fait 3 morts. En France, un rapport sénatorial s'alarmait au même moment de l'offensive misogyne, rétrograde et possiblement antidémocratique de ces masculinistes qui règnent sur les réseaux sociaux notamment. On en parle après la mise au point d'Amira Swilem. Il pensait venir en France pour y donner des conseils en séduction. Claviculaire, comme il se fait appeler en hommage à sa carrure, n'a pas reçu l'accueil escompté. Avec un discours qui prône une masculinité exacerbée et caricaturale, cette star des réseaux sociaux est pourtant suivie par près de 900 000 personnes sur Instagram. Ce jeune homme est désormais la coqueluche des masculinistes. Loin d'être anecdotique, cette tournée française s'inscrit dans une montée du masculinisme qui inquiète les pouvoirs publics. Dans un rapport, le Sénat met en garde contre les liens que cette galaxie entretient avec l'extrême droite suprémaciste, mais aussi sur la menace qu'elle fait peser sur les droits des femmes. Quand on sait que 43% des hommes qui sont exposés à des contenus déclarent adhérer à une vision inégale, toxique et violente des rapports entre les femmes et les hommes, on voit que c'est vraiment un enjeu de société. Une attention d'autant plus grande que le masculinisme ne relève pas de la simple idéologie. Il implique dans certains cas de possibles passages à l'acte. En juillet 2025, à Saint-Étienne, une attaque préparée par un masculiniste a été déjouée. Un étudiant de prépa de 18 ans qui se qualifiait de célibataire involontaire avait prévu d'attaquer au couteau des femmes exclusivement.
la menace masculiniste qui pourrait être qualifiée de terroriste. Et à partir du moment où ce discours existe, il nous faut l'observer, il faut nous former à être en mesure de répondre pour le cas où ces menaces apparaîtraient plus concrètes sur notre territoire. Plus jeune et plus violent selon la DGSI, quelle menace représente vraiment les masculinistes ? En remettant en cause les droits des femmes, le masculinisme fait-il aussi peser une menace sur la démocratie, comme le soutient le rapport du Sénat ? Eh bien justement, nos trois invités, à commencer par Dominique Vérien. Bonsoir, sénatrice UDI de Lyon et présidente de la délégation aux droits des femmes. C'est votre délégation qui a fourni ce considérable travail à l'origine du rapport Mascu, la nouvelle offensive contre les femmes. Selon vous, le masculinisme est un mouvement protéiforme. Il y a par exemple ceux qui veulent se passer des femmes et puis il y a ceux qui exhibent leur virilité, qui auraient tous a priori un point commun, la haine des femmes. À côté de vous, Alice Apostoli, bonsoir. Bonsoir. Co-directrice de l'Institut du genre en géopolitique. Vous estimez qu'on assiste à une radicalisation du masculinisme. Cela existait déjà avant les réseaux sociaux, ajoutez-vous, mais ces derniers ont accéléré la diffusion, la propagation de cette idéologie avec des contenus qui sont a priori quand même de plus en plus violents. Et à côté de vous, Vincent Coquebert, bonsoir, journaliste, essayiste. Dernier essai, La guerre de Sexcession, qui vient de paraître aux éditions Arquet, c'est ça? C'est bien le bon éditeur. Selon vous, le masculinisme est le symptôme d'un malaise qui repose notamment sur l'absence de récits positifs autour de la masculinité. Vous estimez qu'il faut donner envie aux jeunes garçons, petits-enfants et aux jeunes garçons de se projeter dans une masculinité heureuse et positive. Donc on en reparlera et on démarre avec le masculiniste du jour. Oui. Clavicula, ce jeune influenceur américain qu'on vient de voir dans la mise au point. Braden Eric Peters, c'est son vrai nom. Il a 20 ans. Il est très connu dans la sphère du looks-maxing qui prône la modification du corps pour maximiser une pseudo-virilité à coups de marteau, par exemple, sur la mâchoire. Et il tire un vrai commerce de ses vidéos sur les réseaux sociaux puisqu'il gagnerait plus de $100 000 par mois. Alice Apostoli, est-ce que claviculaire, c'est un archétype ou une caricature du masculiniste d'aujourd'hui? Je dirais que c'est un peu des deux, très sincèrement. Il représente en fait cette masculinité hégémonique, toxique, un certain idéal de beauté qui fait vendre, qui est son fond de business. D'un autre côté, il participe à un discours politique très concret, très large, qui se base sur la victimisation en fait des hommes. Là, on parle beaucoup des jeunes hommes, par exemple, mais c'est les hommes en règle générale, les masculinistes, et c'est différents mouvements et différentes offres idéologiques à destination des jeunes qui sont particulièrement influencés par le looks-maxing, par exemple, et qui peuvent être radicalisés en ligne, notamment dans la communauté incel, mais il y a d'autres offres idéologiques incel, pour les hommes. Célibataires involontaires. Exactement. Incel, oui, c'est ça. Il y a des offres idéologiques pour les hommes plus âgés, comme Men Who Go Their Own Way, qui ne sont pas forcément influencés par ce type de personnes, ce type de physique. Mais voilà, c'est un petit peu des deux. Mais Dominique Vérien, ça remonte à loin, finalement, ce masculinisme. Ça remonte à loin. Alors, la misogynie, d'une façon générale, remonte à loin. Et le fait de considérer que les femmes cherchent à nuire à la masculinité, à la virilité des hommes, effectivement, remonte à loin. Jusqu'à la romantique, même, Caton l'Ancien au IIe siècle avant Jésus-Christ. Qu'on attaquait les hommes dans leur virilité parce que les femmes, en 190 avant Jésus-Christ, avaient osé s'élever contre une loi qui leur interdisait de conduire un char ou de s'habiller avec des vêtements colorés. Et elles avaient osé protester et donc l'homme n'avait quand même plus d'autorité, c'était insupportable. On était 190 avant Jésus-Christ, donc on voit effectivement qu'on n'a rien inventé. Mais Vincent Coquebert, est-ce que c'est le bon mot, masculinisme? Parce que quand on voit ce mot, on se dit c'est l'équivalent masculin du féminisme, donc une sorte de combat légitime. Voilà ce qu'on entend, a priori. Non, il n'y a pas de parallèle exactement à faire. Là où on pourrait faire une distinction, c'est entre le machisme et le masculinisme. Et moi, je pense que Comment vous la faites ? Le machisme, en fait, et le machiste, c'est quelqu'un qui vit en fait avant la révolution, on va dire du féminin dans les années 70, qui vit dans les années 50, 60, et qui pense en fait donc que les femmes ont tel rôle, qu'elles doivent rester à la cuisine, par exemple, ce genre de choses-là. Les masculinistes, pour moi, en fait, ont pris acte que les femmes avaient pris une autre place dans la société, parfois supérieure à
la leur, et ils le déplorent, et ils aimeraient retourner à un monde ancien. Retourner en arrière. Il y en a qui n'ont pas vu le monde changer, et d'autres, en fait, ils l'ont vu et qui aimeraient bien retourner en arrière. Ah ben alors justement, ça nous amène à notre archive, puisque les masculinistes s'opposent à l'égalité des droits hommes-femmes, qui souhaitent réifier les femmes, et vous venez de le dire, les maintenir dans des rôles traditionnels. C'était en germe dans ce petit film qui date de 79, où un homme accable son épouse, vous allez voir, en sa présence. Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse à la maison, alors? J'aimerais qu'elle fasse tout ce que je ne peux pas faire. Tout ce que je ne peux pas faire. C'est-à-dire, quand je rentre le soir, j'aimerais avoir au moins le repas qui soit prêt. Or, c'est jamais le cas. C'est souvent moi qui fais le repas. Remarquez, elle fait la vaisselle après. Enfin, on se partage exactement toutes les tâches. Mais j'ai l'impression que j'en fais à 75% et elle à 25%. Alors, comme elle milite dans un mouvement féministe, si vous voulez, c'est les rôles renversés. Maintenant, ça va bientôt être les hommes qui vont s'occuper des enfants et qui vont rester à la maison, et les femmes qui vont prendre des responsabilités et travailler à l'extérieur. Dominique Verrier, on en rit parce que quand même ça a changé depuis. C'est pour ça aussi qu'on braque les projecteurs sur les masculinistes qui sont certes une minorité, mais activistes. Ça a changé, mais c'était exactement le même discours. C'est-à-dire que des hommes qui disent qu'effectivement, il faut pas, ça sert à rien qu'une femme travaille, parce que de toute façon, comme elle est un peu bête, son travail rapportera moins, donc il vaut mieux qu'elle soit à la maison, comme ça le soir elle est reposée pour pouvoir s'occuper de son homme. Et ça, c'est des jeunes qui ont 25 ans, qui prônent ce genre de discours. Donc c'est absolument terrible. Et donc là, on voit bien qu'il y a un vrai projet idéologique de retour en arrière. Les amis de mères, c'est seuls justement, vous dites, les fils avec des mères, vous pointez cela. Alors, dites, quand ils se radicalisent, inquiétant. et ils se radicalisent sur les réseaux sociaux, puisque l'algorithme fait que les réseaux sociaux ne s'adressent pas à vous de la même façon qu'à un jeune garçon entre 13 et 15 ans. Et sur TikTok, on va mettre quelqu'un va mettre 26 minutes, et à mon avis, un jeune garçon moins d'un quart d'heure pour avoir des contenus masculinistes. Et s'il continue à les regarder, il va s'enfermer dedans. Et on a une radicalisation qui fait qu'après, on a effectivement, au mieux, un tyran à la maison qui va tyranniser sa mère, sa sœur, en contrôlant comment elle s'habille, comment elle sort, qui va refuser de faire la vaisselle parce que c'est une tâche de fille, et qui, au pire, risque un jour de passer à l'acte, comme les incels, comme on a vu il y a quelques jours encore au Canada. C'est l'expression d'un malaise, malaise profond chez les jeunes hommes. Chez les jeunes hommes, à mon sens, l'adolescence est difficile pour tout le monde. Donc il y a un malaise, je ne le remets pas en cause. En revanche, je me méfie un petit peu de la médicalisation, la psychologisation du discours, dans le sens où la santé mentale, c'est un problème extrêmement important, qui est sûrement sous-traité par la société, les services publics, etc. Moi, je me pose la question on a un mal-être chez les jeunes hommes qui se matérialise en actes de violence, le mal-être chez les jeunes filles qui, en plus, sont face à ces discours de haine dont elles sont la cible, et parfois d'actes de violence de camarades de classe dont elles sont la cible, on n'en parle pas forcément. Donc, qu'il y ait un mal-être, oui, qu'on psychologise le débat et qu'on part du principe que c'est à cause de la santé mentale, je ne suis pas forcément d'accord, ça s'inscrit quand même dans un continuum de violence et une société encore très patriarcale aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Vincent Claudebert ? Oui, je suis d'accord sur l'idée qu'il ne faut pas psychologiser tout pour l'expliquer. Néanmoins, ce qu'on observe aussi dans l'apparition en fait, et la diffusion du masculinisme, c'est qu'il intervient après une longue séquence des années 70 jusqu'à la fin des années 2000, on va dire, où on observait, toute proportion gardée, en fait, une homogénéisation des valeurs entre hommes et femmes, et où, quand on posait la question aux femmes, comment sont vos relations avec les hommes, globalement, ils disaient c'est quand même nettement mieux que pour ma mère, pour ma grand-mère et encore plus pour mon arrière-grand-mère. Et on observe en fait avec la crise de 2008, qui n'est pas qu'une crise économique, qui est aussi une crise symbolique et qui est un peu une crise de rupture de confiance dans le pacte du progrès, donc demain sera mieux, où a pu se révéler chez une partie des jeunes hommes, et à raison en fait, qu'ils étaient un peu dans une désaffiliation, on va dire symbolique, économique, sociale, parce qu'en fait c'est vrai que les rôles du masculin ne sont plus les mêmes, et donc en l'absence aussi, c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de récit positif, c'est que je crois qu'on a beaucoup, et à raison, défini ce qu'on ne voulait plus que soient les hommes, mais je pense qu'on a du mal encore à définir, à donner en fait un récit d'une masculinité adulte positive. Donc quand on est quelqu'un de 30-40 ans, entendre tous ces discours-là, ça peut être très bien, parce que ça permet de se décentrer, de
de sortir, de prendre question aussi de ses privilèges. Quand on a 12-13 ans, entendre parler sur la masculinité qu'à travers le prisme du privilège ou de la domination, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est se définir à travers... Ou de la prédation. C'est compliqué de se définir à travers une identité négative. Et c'est précisément là où interviennent les masculinistes. Oui. Et puis, par ailleurs, souvent, ceux qui passent à l'acte, si on cherche un peu, ils ont été victimes de harcèlement. Enfin, il y a une faille initiale quand même avant ce passage à l'acte. D'harcèlement scolaire, hein, vous dites. Oui. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des femmes, alors surtout aux États-Unis, mais ça vient aussi de ce côté-ci en Europe, des femmes qui se revendiquent du masculinisme, qui le défendent, hein, les tradwives, par exemple, donc comme Esther Williams, vous allez voir, c'en est l'une des plus emblématiques. Why are we telling women, even starting out as young girls, that they need to have a life of independence? I think that is a very toxic way to bring up a girl. We are meant to share this life with our soulmate, not be independent and lonely. Alice Apostoli, ça c'est du carburant pour les masculinistes. Est-ce qu'ils sont de pair, ils sont complices avec ces femmes? Comment ça s'articule? Écoutez, ils sont complices, oui, encore une fois, ils soutiennent le même narratif, ils ont les mêmes objectifs. Il y a eu récemment un congrès aux États-Unis. Congrès des tradwives. Exactement, avec notamment la veuve de Charlie Kirk. La veuve de Charlie Kirk qui était présente et énormément d'influenceuses qui étaient présentes pour expliquer que Dieu nous a créés en tant que femmes et hommes et il nous faut assumer nos missions divines qui est de procréer, qui est de rester à la maison et puis c'est génial de rester à la maison. Donc en fait, ils utilisent les codes de l'influence, donc avec une esthétique, avec des récits positifs, hein, on y revient. Donc il y a une dimension religieuse, vous diriez, identitaire même? Dans le cas des États-Unis, oui, tout à fait. Ils reprennent tout le lexique traditionnel et de la sacralisation de la famille nucléaire. Blanche, famille blanche. Bien sûr, blanche aussi. C'est un enjeu de suprématie blanche évangéliste traditionnelle. Donc oui, ce sont des complices. Après, la réalité les rattrape dans le sens où il n'y a aucune influenceuse tradwife qui a plus de 35 ans. Où sont ces femmes-là? C'est ce que j'allais dire. Au premier divorce, où elles vont se retrouver seules avec les enfants, elles vont comprendre que de faire des études et d'être autonomes, c'est bien aussi. Donc, je suis moins inquiète des tradwives que des masculinistes parce qu'elles finiront par quitter les tradwives de fait. Dans la vraie vie, quand on voit effectivement les violences intrafamiliales, le nombre qu'il peut y avoir, je pense qu'il y a un moment, elles vont revenir sur Terre. Alors, la grande inquiétude, c'est évidemment les passages à l'acte violent. On va en parler avec vous, Anna, puisque la semaine dernière, c'était lundi dernier à Montréal, un homme a tué 2 personnes et a laissé derrière lui un manifeste incel extrêmement haineux vis-à-vis des femmes. Une fusillade a éclaté lundi dernier, c'était à Montréal, au Québec. L'assaillant a été abattu après avoir ouvert le feu sur 2 hommes, un policier et un habitant qui sont décédés. On ne connaît pas précisément encore aujourd'hui le mobile de cette attaque, mais la police a retrouvé un manifeste de 104 pages écrit par l'assaillant dans lequel sont consignés des propos racistes, antisémites et violemment misogynes qui appellent à la violence. Il est notamment question de réorganiser la société pour, je cite, redonner aux hommes ordinaires l'accès au corps des femmes. Ce manifeste, il s'inscrit donc dans la mouvance incel, ces hommes célibataires involontaires qui se sentent rejetés par les femmes et qui les tiennent responsables de leur malheur. Toujours est-il que cet épisode, il fait tristement écho à 2 autres tueries qui avaient déjà eu lieu par le passé au Canada, revendiquées par des masculinistes. En 2018, un jeune homme avait foncé dans la foule avec sa fourgonnette, tuant 10 personnes, dont 8 femmes. C'était à Toronto. Son acte était directement inspiré d'Elliot Rodger, un jeune Californien de 22 ans, figure emblématique des masculinistes, qui lui avait tué 6 personnes avant de se suicider. Et puis, près de 30 ans plus tôt, cette fois en décembre 1989, il y avait eu le premier féminicide de masse au Canada. 14 jeunes femmes, on les voit ici, assassinées à l'école polytechnique de Montréal au motif qu'elles n'avaient rien à faire dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est précisément sur la place du 6 décembre 1989, en leur mémoire, que des centaines de personnes se sont réunies jeudi dernier pour manifester et dénoncer le danger grandissant de cette idéologie incel. Dominique Verrien, est-ce que vous craignez ce genre de tuerie en France au nom du masculinisme ? Oui, en 2025, un attentat, et vous l'avez dit tout à l'heure, avait été déjoué à Saint-Étienne. La DGSI que nous avons auditionné nous dit suivre de façon très sérieuse ces mouvements et ils ont une dizaine de personnes en ligne de mire, sachant que certains maintenant commencent à être fichés S. Donc on a fichés S. Oui.
Fichier S, parce qu'on a effectivement un risque d'attentat, puisque c'est ce qu'on disait, c'est une espèce de radicalisation qui se fait un peu à bas bruit, parce que c'est beaucoup au travers des réseaux sociaux, un peu comme les jeunes qui partaient faire le djihad en Syrie. Et qu'on fichier S, le fichier S, c'est comme les djihadistes. C'est exactement ça, mais parce que c'est exactement la même méthode aussi d'imprégnation et ensuite de passage à l'acte possible. Vincent Coquebert, vous trouvez qu'il y a une prise de conscience quand même aujourd'hui, justement, des autorités, de la justice, de la police? Est-ce que quand on fait ce parallèle avec les djihadistes, il est légitime, il est justifié? Oui, là où il me semble justifié, c'est que, enfin, on pourrait revenir à un livre de 2004 de l'écrivain allemand Hans Magnus Enzensberger, qui avait, commençait à avoir les premiers profils de djihadistes, et il avait écrit un livre sur la figure du loser radical. Donc vraiment, ces individus qui avaient l'impression d'être rejetés par la société, par leurs valeurs, et qui, quelque part, affirmaient une identité négative en allant au pire et en transgressant, quelque part, l'ordre établi au maximum. Jusqu'à la mort, éventuellement, d'ailleurs. Tout à fait, parce que c'était la manière d'être reconnu. Après, je pense que c'est quand même néanmoins des profils psychopathologiques assez particuliers pour ce type de passage à l'acte-là. Le masculinisme est évidemment une idéologie mortifère, mais il ne faudrait pas non plus qu'à travers ces exemples-là, on ait l'impression en fait que derrière chaque jeune garçon, il y a un proto-terroriste non plus. C'est. Vous dites ça peut être un temps. Un peu vite en besogne. Ça peut être oui, parce qu'en fait, pour mon livre, je me suis évidemment beaucoup allé sur ces forums-là, et on voyait aussi beaucoup d'ex-incel quelque part qui se rendaient compte ensuite après dans quelle idéologie mortifère ils baignaient, et souvent ils en sortaient en fait à la faveur d'une rencontre. Et à la faveur, en fait, donc on se rendait compte que la déradicalisation, la désescalade était possible, en tout cas. Donc il est possible d'en sortir, Alice Apostoli. Bien sûr, il est possible d'en sortir à travers des récits positifs, et puis surtout avec la mitigation de ces discours-là, qui est possible de par exemple, une meilleure modération sur les réseaux sociaux, chose qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, parce que le business model des grandes plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'engagement, c'est l'attention, et comment on attire l'attention et l'engagement en proposant du contenu polarisant, violent, et c'est le cas notamment des discours de haine masculinistes. On a vu d'ailleurs une image de Claviculaire avec Nick Fuentes, un masculiniste, et avec Andrew Tate, qui faisait du trafic d'êtres humains, chantait Heil Hitler dans une boîte de nuit à Miami. Oui. Donc il y a un contenu politique, antidémocratique évidemment dans ce... Oui, alors antidémocratique, liberticide, et puis on parlait d'un enjeu conservatif, d'un retour en arrière, on parle surtout d'un enjeu réactionnaire, quoi. Depuis la deuxième élection de Trump, où effectivement il a mis tous les GAFAM au pas, et à condition de suivre ses conditions à lui, justement, et entre autres d'oublier toute politique d'égalité, toute politique de modération, et donc de laisser la haine tranquillement se diffuser sur les réseaux. Oui, on a vraiment un problème. C'est ça le plus urgent, c'est la modération aussi à l'international. C'est forcer les réseaux sociaux, il y a deux choses. Les plateformes à supprimer le modèle économique des plateformes qui font qu'elles font de l'argent effectivement avec du buzz et les propos haineux, et la modération qu'on devrait mettre en face à partir du moment où on veut une société plus apaisée. Et effectivement, nous, on appelle de nos voeux que ce qui est interdit... Vous, le Sénat, enfin les sénatrices, nous, le Sénat, c'est ça. Nous, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, nous souhaitons que ce qui est interdit dans la vraie vie, enfin dans la rue, soit interdit sur les réseaux, évidemment, et qu'on puisse poursuivre, condamner, punir via une amende délictuelle. Alors, face à ce regain de masculinisme et son impact notamment chez les jeunes, on en parlait, jeunes garçons, la riposte s'organise. Regardez cet extrait d'un clip de campagne de l'association britannique de scoutisme féminin diffusé en septembre dernier. 68% of girls change their everyday behaviour to avoid sexual harassment. I don't want to fear walking down the streets. Some boys' jokes are making girls feel uncomfortable and scared for the rest of their life. Having easy access to pornography is making boys view as girls as just a piece of meat. Vincent Coquebert, c'est ça qu'il faut faire? Ça marche? Alors, déjà, c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet quand même de diffuser plutôt des discours positifs. Ensuite, après, je pense aussi que le masculinisme aussi s'exprime, on parlait des réseaux sociaux, à travers une transformation de nos modes de vie, en fait, et avec des vies qu'on passe de plus en plus online, et avec on va dire, des rencontres et des socialisations IRL de plus en plus incertaines, même de plus en plus rares. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on observe aussi, entre les jeunes garçons et les jeunes femmes, au-delà du problème du masculinisme, en fait, une polarisation affective, relationnelle, culturelle, et de plus en plus politique, avec des jeunes garçons qui sont de plus en plus conservateurs,
conservateurs, comme on l'a dit, et des jeunes femmes, elles, qui sont de plus en plus progressistes. Donc, mais pour revenir à ce que vous suggériez au tout début, créer un récit de masculinité heureuse ou positive, comment on fait ? Comment on fait ? Je pense qu'on a su réussir à définir ce qu'on ne voulait plus que soit la masculinité. Et donc, qui le fait ? Qui le fait ? Je pense que ça peut se faire avec l'école, ça peut se faire avec des pairs aussi, les PAIRS. Ça peut être quelque chose aussi qui peut être soutenu à travers des modèles dans les narrations, dans les fictions. En fait, je veux dire, il y a tout un arsenal pour recréer des nouvelles représentations, on fait des nouveaux imaginaires. C'est à travers les imaginaires qu'on change, en fait, souvent. Alice Apostoli, est-ce que les mouvements féministes ont un rôle à jouer, justement, dans cette prévention Alors oui, d'ailleurs les mouvements féministes, l'association féministe et LGBTQIA+, tirent la sonnette de l'alarme depuis près de 10 ans maintenant sur ce sujet-là. Après, on parle de démographie en ligne qui sont ouvertement misogynes, et je pense que le message aura du mal à passer s'il est personnifié par une femme féministe, par exemple. En même temps, ces masculines disent, voilà, on est victime, on est stigmatisé. Est-ce que dans la parole féministe aujourd'hui des associations, il n'y a pas cette stigmatisation un peu qui peut construire et alimenter ce masculinisme ? La différence entre les féministes et les masculinistes, pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de parallèle, le féminisme, il demande juste à partager et à dire nous sommes 50% de la population et on aimerait avoir des places à la hauteur de notre nombre, simplement, et on ne cherche pas à annuler ou à surplomber les hommes. Donc, ce n'est pas du tout le même rapport. Et pour répondre à ce qu'on pourrait faire, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui ne se passait jusqu'à présent que dans 15% des écoles. Elisabeth Borne a fait un programme pour que ça puisse se développer dans toutes les écoles. Je sais qu'Édouard Geffray est en train de regarder l'actuel ministre de l'Éducation nationale, comment ça se développe ou pas. Mais il faut commencer par ça. Refuser l'accès à la pornographie, parce que c'est aussi un exemple de couple qui n'est probablement pas effectivement à voir, quand on se rend compte que 37% de femmes, il y a eu un sondage qui montrait que 37% de femmes de moins de 40 ans avaient subi un étranglement pendant une relation sexuelle. Ça vient directement du porno et d'une relation violente. Dominique Vérien, une dernière question. Il y a plein de sénateurs, hommes, au Sénat. Ils embrassent ce combat où il n'y a que des femmes qui s'intéressent aux droits des femmes et à ce rapport masculin, la nouvelle offensive contre les femmes. Il y a heureusement des hommes qui s'intéressent Gérard Larcher et Al. Gérard Larcher n'est pas le pire de nos sénateurs. J'ai effectivement quelques noms sur quelques sénateurs qu'on pourrait probablement qualifier de masculinistes, mais ça n'est pas la majorité. Nous sommes 38% au Sénat. Bientôt de femmes, oui, et donc plus qu'à l'Assemblée nationale. Donc petit à petit, effectivement, tout le monde s'habitue à vivre ensemble et positivement. Et il faut que ça continue. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir. Merci infiniment. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. On évoque les 80 ans de la guêpe à roulettes, la fameuse Vespa qui a été célébrée ce week-end à Rome. Et puis un auteur français, Julien Blangras, a découvert dans sa bibliographie un livre qu'il n'avait jamais écrit. Vous verrez pourquoi. Et pour commencer, vous dînerez moins bête grâce à Victor de Quiver pour sa chronique inaugurale estivale. Il se demande, le train a-t-il inventé le retard ? Le train a-t-il inventé le retard ? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Le 21 février 1804, au Pays de Galles, une drôle de machine crache sa première fumée. Ce jour-là, 10 tonnes de fer et 60 personnes sont tractées par une machine à vapeur. Le trajet, 16 km en 4 heures, c'est une révolution. Au départ, tout le monde n'y croit pas. Certains jurent que la vitesse pourrait, je cite, provoquer une fluxion de poitrine, voire faire éclater le cerveau. N'en déplaise aux grincheux, les chemins de fer s'étendent au 19e siècle sur tous les continents, transformant les paysages, réduisant les distances. Imaginez qu'en 1869, il ne faut plus que 7 jours pour traverser les États-Unis d'est en ouest au lieu des 6 mois nécessaires quelque temps plus tôt. Mais le train a surtout transformé notre rapport au temps. Avant, on vivait dans ce que l'historien Alain Corbin appelle un temps de l'instinct. Les paysans, les bergers, les marins ressentaient les saisons dans leur corps. Et les transports ne démarraient que lorsqu'ils étaient pleins. Avec l'arrivée du train, les activités humaines se temporisent peu à peu. Les trains partent désormais à un horaire précis. Gare à ceux qui ne sont pas à l'heure, le train ne vous attendra pas. Cela crée ainsi une nouvelle anxiété sociale, celle du retard. La ponctualité s'impose d'autant plus qu'à la même époque a lieu la diffusion des horloges. Le train fascine autant qu'il effraie. En 1896, lors de la projection du film des frères Lumière, montrant une locomotive arrivant en gare de la Ciotat, les spectateurs pensaient que le train allait sortir de l'écran pour les écraser. On peut les comprendre. Un an plus tôt, à la gare Montparnasse, un train fou percute la façade à 60 km/h, la locomotive perfore la pierre et plonge de 12 mètres en plein Paris.
Heureusement, le train sert aussi de métaphore érotique. Dans La mort aux trousses d'Hitchcock, les héros s'embrassent dans leur cabine, la locomotive pénètre dans un tunnel, habile manière de déjouer la censure sans renoncer au plaisir. Alors oui, le train a inventé le retard, mais parfois, être en retard, ça peut avoir du bon. Hitchcock, lui, l'avait bien compris. Voilà, je vous dînerai moins belle. Et voilà, et Victor de Quiver a inventé la malice. Et au fait, bravo à Titien Cordani pour la réalisation, un vrai grand artiste, du grand art, Titien. Bon, à demain, Victor de Quiver. Marie Bonisseau, Xavier Bauduit, lors de vos chroniques, on commence avec 20 000 mecs à roulettes et filles à roulettes ce week-end à Rome qui ont défilé pour les 80 ans de la guêpe, la Vespa de la marque Piaggio. Exactement, Elisabeth, parce que c'est le 23 avril 1946 que la société Piaggio et compagnie dépose à Florence le brevet de son nouveau scooter, la Vespa, donc la guêpe. Et ce n'est pas anodin d'avoir choisi cet insecte volant pour désigner ce scooter, la Vespa, parce qu'il y a des avions et des hélicoptères dans l'affiliation de la Vespa. Des avions déjà, parce que Enrico Piaggio, qui gère toute la branche aéronautique de la société, développe, c'est sa passion, les avions. Il s'est installé à Pontedera, c'est pas très loin de Pise, où il y a toute l'usine qui profite du contexte de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire contexte de guerre, des commandes aussi de l'État fasciste. Sauf que voilà, en 1943, les Alliés débarquent en Sicile, Mussolini s'écroule, son régime s'effondre, il se réfugie dans la République de Salo et pour l'aéronautique, le secteur bat de l'aile. Donc pour Piaggio, il faut trouver un autre secteur. Eh bien, ça va être celui des scooters. Voilà, donc, racontez-nous, les scooters. Sauf que les scooters ne sont pas les seules inspirations. Je vous ai dit, il y a les avions. Il y avait les hélicoptères. Les hélicoptères. Et cette fois-ci, c'est du côté de Codarino d'Ascagno qu'il faut regarder. Lui, c'est l'ingénieur qui est appelé par Piaggio pour réaliser dans l'entre-deux-guerres. Ici, on commence à penser ce scooter qui est extrêmement terre à terre. Vous l'avez compris, on a deux férus d'aéronautique qui réfléchissent à des scooters. C'est important parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas la conception qu'on pourrait avoir de fans de moto qui chercheraient un ersatz de la moto un petit peu viriliste, enfin quelque chose qui veut en jeter plein les yeux. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est un véhicule solide, familial, élégant, robuste, destiné à toute la population, confortable. Une belle selle, où on est bien assis, les repose-pieds bien plats, et comme ça on peut avancer. Et puis un véhicule pas cher, accessible à tout le monde. On est dans l'Italie juste de l'après-guerre. C'est une véritable catastrophe. Le pays est à reconstruire. Beaucoup de familles n'ont pas de quoi s'acheter, même une voiture modeste. C'est pas possible. Sauf que là, on peut être motorisé. Et la publicité va se saisir de tous ces arguments avec une efficacité absolument redoutable. Parce que la Vespa, ça devient le véhicule polyvalent, c'est le véhicule des petits jeunes qui vont aller à la plage, de monsieur qui va au bureau, et c'est la publicité qui le dit, extrêmement genré comme lecture de madame qui va faire les courses, et puis ce sont pas vous, les amoureux en goguette, bien sûr. On le voit bien ici, cette Vespa absolument magique participe de la Dolce Vita. La Vespa fait le succès de Piaggio, et évidemment Fellini aussi. J'ai cru que vous alliez nous faire un coup avec Vespasien, Vespasienne, mais non, c'était pas le bonjour. Merci Mauduit. Chère Marie, une première en France, l'IA générative a usurpé l'identité d'un véritable écrivain. Julien Blangras, exactement, qui raconte sa mésaventure vertigineuse et inquiétante d'étrangeté dans le journal Le Monde de ce week-end. Alors Julien Blangras, c'est un écrivain français actuel, vivant, qui a publié une quinzaine de livres sur les voyages et le tourisme. C'est ça, c'est Marotte. Livre que vous pouvez acheter en librairie, je vous en supplie. Ou alors, si vraiment vous ne pouvez pas vous déplacer, vous allez l'acheter sur Internet, notamment sur la plateforme Amazon. Et c'est justement en regardant ces ventes ou les commentaires recueillis par ces bouquins sur Amazon que Julien Blangras s'est rendu compte de ça. Un guide complet d'aventure signé de lui-même. Regardez, à son nom en bas. Julien Blangras, il n'a pas écrit une ligne de ce livre. La mise en page, elle est très très laide. Le texte est d'une insondable nullité. C'est ce qu'il dit. Dixit Blangras. Il a été écrit par l'intelligence artificielle générative qui reprend ses thèmes de prédilection, donc le voyage, mais dans un style d'influenceur marketing avec, dit Blangras, une novlangue de camelot sous ayahuasca, une plante hallucinogène d'Amazonie. Alors, il a commandé
C'est quand même, c'est pour ça que c'est vertigineux. Il a commandé son propre faux livre sur Amazon. Il a payé 17,05 € pour vérifier que son jeu est bien un autre. Et effectivement, le blanc-gras version IA invente des mots. C'est absolument n'importe quoi. Ça parle par exemple d'inflatroofing. Ça ne veut rien dire. C'est censé expliquer comment imperméabiliser votre budget voyage en contournant les algorithmes. Ne cherchez absolument pas à comprendre. Ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est que ensuite, le vrai Julien Blanc-Gras s'est demandé comment se défendre. Sa maison d'édition, sa vraie maison d'édition, dont le directeur a trouvé très chic d'être copié, paraît-il, n'a rien pu faire pour l'aider parce qu'il n'y a pas le nom de l'éditeur sur le faux livre, donc elle n'est pas concernée. Il a été voir un avocat spécialisé qui lui a expliqué qu'il avait de grandes chances, dans le meilleur des cas, d'obtenir une réparation symbolique si et seulement si Amazon accepte de collaborer. Ça veut dire de donner l'identité des faussaires qui vendent ce livre, sachant que Amazon, comme plateforme, n'a pas l'obligation de surveillance des livres qu'elle vend. Est-il judicieux de se lancer dans une bataille contre l'une des entreprises les plus puissantes de l'univers, s'est demandé Julien Blanc-Gras, qui a donc préféré finalement faire appel à la presse et donc écrire un article dans Le Monde pour raconter son histoire, en espérant que ça va un jour pouvoir aboutir à une loi, une vraie loi de protection des auteurs et des artistes français contre cette intelligence artificielle générative. IA qui, conclut l'écrivain, nous fait entrer dans une ère où l'humain n'est plus qu'une hypothèse. Après tout, qu'est-ce qui nous prouve que c'est bien Julien Blanc-Gras qui a écrit cet article dans Le Monde ? Rien, et c'est ça qui est etc. Merci Marie, merci à tous, et à demain 20h05. Tchuss.